Donc bonjour tout le monde. Je me sens un peu en infériorité numérique ce soir. Je suis face à une corporation professionnelle et en plus on est venu me demander, cette corporation professionnelle, à travers la personne de Fabien Lassac, m'a demandé de venir vous parler de vous. Alors c'est un exercice un petit peu étrange, c'est pour ça que je vais préciser tout de suite une chose, c'est que ce soir je vais parler sous votre contrôle, vraiment dans tout ce que je vais dire. Et que, évidemment, tout ce que je dis, j'espère, sera l'objet d'une discussion très forte. Il est évident que la question de l'identité infirmière se pose depuis maintenant... alors, si j'étais juste, en fait, je dirais qu'elle se pose depuis plus d'un siècle, la question du rôle propre de l'infirmière. Mais je précise tout de suite une chose, peut-être pour débuter, c'est qu'en fait, c'est une question laïque, d'une certaine manière. C'est une question laïque parce qu'à l'origine, le mot infirmier vient du mot enfermière. Alors je suppose que vous êtes nombreux à le savoir. L'infirmière, dans l'institution religieuse passée, c'était celle qui est confrontée aux malades, mais qui est confrontée aussi aux malsains, aux mauvais, bref, à l'enfer. L'infirmière, elle s'occupait, l'infirmière, du séjour des damnés. Alors vous ne vous occupez pas du séjour des damnés. Donc c'est pour ça que la question se pose. Après, je laisse ça à votre discussion. Et le problème, je crois, en me penchant un peu sur la question, en espérant pas trop dire de bêtises, en me penchant sur la question, j'ai découvert que dans la recherche de ce qu'on appelle le rôle propre, l'identité infirmière, c'est la recherche du rôle propre, dans cette recherche de rôle propre, on a trouvé, je crois qu'on peut trouver des impasses. Ce qu'on appelle communément des utopies identitaires. C'est-à-dire le corps soignant, dans sa recherche profonde d'identité, eh bien, finit peut-être par s'abîmer dans des identités qui ne sont peut-être pas les siennes. Et je vais essayer de comprendre ces erreurs ce soir. Et évidemment, moi, je vais faire mon travail, c'est-à-dire, mon travail, c'est toujours d'envisager un problème à travers le prisme de l'organisation. Donc ici, l'organisation hospitalière. Et c'est tout ce que je peux faire, en fait, ce soir. Mais c'est déjà pas mal. Alors, je ne veux pas du tout faire une histoire des infirmières, parce que déjà j'en ai absolument pas la compétence. Et puis ça serait long et fastidieux, et puis je suis pas sûr que ça servirait à grand chose de parler des infirmières aujourd'hui. Mais ça me paraît quand même important. Alors je vous soumets le travail de Michel Poisson, qui a fait un travail assez intéressant là-dessus sur la pensée infirmière. Et Michel Poisson nous rappelle qu'au fond, l'infirmière, très longtemps, ça a été l'auxiliaire médical. Et c'est à peu près tout. C'était une auxiliaire médicale, c'était, et je pèse mes mots, un instrument docile, véritablement. Et la valeur de cet instrument docile, c'était l'obéissance passive. Je ne peux pas résister à vous lire ce petit passage de 1925, qui est paru dans une revue infirmière qui s'appelait L'Infirmière française. Et voilà ce qui est dit, on parle du médecin. Et pour parler du médecin, on dit, le médecin, c'est celui qui doit, de cet instrument docile, faire l'usage voulu. Ça ressemble à un mauvais film. On a fait des progrès sur le plan de la servilité. Un petit peu quand même. Mais lorsqu'on regarde, alors je vais le faire en accéléré évidemment, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais quand on regarde la loi du 8 avril 1946, donc là on fait quand même un bond dans le temps, dans le Code de la santé publique, voilà comment est définie l'infirmière ou l'infirmier. Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière, d'infirmier, toute personne qui donne habituellement soit à domicile, soit dans les services publics ou privés d'hospitalisation ou de consultation, des soins prescrits ou conseillés par un médecin. Ce qui veut dire que l'identité infirmière, elle reste quand même cloisonnée et rattachée profondément à celle du médecin et à ce qu'on appelle le rôle prescriptif. Et puis arrivé 1978, et il s'est passé quelque chose d'assez étrange en 1978. Pourquoi ? Parce que pour la première fois historiquement, on a reconnu que l'infirmière était capable de penser. On a reconnu qu'elle était même capable de délibérer et de décider dans l'action. Et surtout, on a commencé à envisager la possibilité que l'infirmière et l'infirmier puissent construire son rapport propre au patient.
le problème c'est quoi? C'est qu'on a commencé donc à proposer une zone d'autonomie pour les infirmiers et les infirmières, ce qui va être radicalisé en 1980 avec l'officialisation de la division des rôles. Le législateur va reconnaître une zone d'autonomie pour l'infirmier et l'infirmière. On a un rôle propre, mais il n'est absolument pas défini. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas à ce moment-là ce que l'infirmier ou l'infirmière est supposé s'approprier. Ce qui est le vrai souci. Pourtant, on voit bien que l'infirmière va commencer à se doter d'une réglementation. On va commencer à se doter de concepts comme le diagnostic infirmier. Et même d'outils, comme le dossier de soins. Et on voit bien comment on va commencer à penser à ce moment-là le travail de l'infirmière ou de l'infirmier. On voit que les spécialités médicales ont tendance à morceler le corps du patient, à l'écarteler au sens à le tirer chacune vers justement sa spécialité et sa logique. Et on voit bien que l'infirmier commence d'une certaine manière à être le garant de l'unité du corps. Justement, il évite le morcellement. Il se rappelle que derrière les symptômes, derrière les spécialités, il y a un patient, il y a une personne. Et le problème c'est quoi? C'est que c'est ici, je crois, que va se faire un glissement. Un glissement auquel on a même donné un nom. Un glissement qu'on appelle la pensée disjonctive. Alors la pensée disjonctive, c'est quelque chose d'assez simple, malgré le mot. La pensée disjonctive, c'est l'idée que le médecin est dans le cure, c'est-à-dire dans le traitement. Et l'infirmière, elle est dans le care, c'est-à-dire le prendre soin. Avec l'idée que ce sont deux dimensions qui s'excluent l'une l'autre. Et je crois que c'est une erreur très importante, à plus d'un titre. Déjà parce que c'est quand même injuste envers le médecin. C'est pas sympa parce que le médecin ne fait pas que du cure, il ne fait pas que du traitement. En tout cas, on peut dire que le médecin n'est pas censé faire que du cure ou du traitement. Et d'ailleurs, il y a une vraie pensée médicale à ce sujet-là, qui montre bien que la médecine ne se réduit pas à sa dimension curative. Je ne sais pas, vous pouvez aller voir, il y a de nombreux penseurs, mais je pense notamment à Canguilhem, qui est un grand penseur de la médecine. Canguilhem rappelle bien que la maladie, c'est une épreuve existentielle. Donc qui embarque toute la personne, et pas simplement une partie de son corps. Donc, d'ailleurs, Canguilhem fait même une distinction que je trouve intéressante, la différence entre avoir une maladie et être malade. Avoir une maladie, ça veut dire que vous devenez l'objet d'une science. Alors que être malade, ça renvoie au sujet qui souffre. Et Canguilhem fait partie de ces médecins qui disent qu'on ne peut pas guérir simplement quelqu'un qui a une maladie. On doit aussi guérir quelqu'un qui est malade. Parce que c'est un ensemble qui a une cohérence. Et puis deuxièmement, si on pense vraiment, c'était gentil, mais si on pense vraiment que l'infirmier est entièrement du côté du care, on ment à propos de la réalité du travail de l'infirmier. Parce qu'on ne peut pas faire croire que l'activité sur prescription médicale est secondaire. C'est pas vrai. Quand on regarde concrètement ce que fait un infirmier ou une infirmière de sa journée, on voit bien que c'est pas le cas. Et surtout, je crois que c'est très important peut-être de marquer cet obstacle. Pourquoi? Parce que sinon, on va commencer à demander des choses aux infirmiers et aux infirmières qui sont impossibles. Par exemple, j'imagine tout à fait quelqu'un j'imagine tout à fait une infirmière qui va lire, je sais pas, Jean Watson par exemple, sur le caring, et sur l'importance de prendre en compte les besoins du patient, etc. Sauf qu'elle va se retrouver dans une organisation où le flux de patients l'oblige à abandonner l'idée qu'elle puisse être dans une relation profonde avec chaque patient. Et on risque de mettre les infirmières et les infirmiers devant une injonction paradoxale. Et c'est une superbe arme pour les faire culpabiliser, en fait. Parce que les infirmiers vont se retrouver face à leur propre impuissance. Ils vont se dire, mais est-ce que je suis en faute? J'arrive pas à créer cette fameuse relation avec le soignant que je retrouve dans tous les livres. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir et de réfléchir aux gens qui ont été les grands théoriciens du prendre soin, du care, du caring. Ça mériterait de réfléchir à qui sont ces gens. Et notamment, comme dirait Nadeau, dont je vais vous parler dans un instant, ça serait intéressant de se poser la question, sociologiquement, de quelle classe sociologique viennent ces gens? Parce que ça aussi, c'est un problème dans la pensée infirmière, c'est que toutes les grandes penseuses infirmières viennent d'une classe sociale similaire. Ce qui mérite d'y réfléchir. Je vais revenir sur ce point. Alors ma question elle est hyper ambitieuse, hein, mais c'est est-ce qu'on peut sortir de l'utopie identitaire et puis te dire voilà quelle est justement l'identité
de l'infirmier et de l'infirmière. Est-ce que c'est possible de le définir? Alors, je vous avoue que j'ai lu une somme d'articles considérable et que j'étais jamais convaincu. J'avais toujours l'impression qu'en plus, il y avait une partie qui m'échappait, pour être franc, n'étant pas praticien moi-même. Je devais bien avouer que j'avais une certaine impuissance. Et puis, alors je ne vais pas dire que le ciel s'est éclairé, mais j'ai découvert, il faudrait que j'apprenne à suivre mon slide, j'ai découvert un modèle duquel j'aimerais bien partir, parce que je le trouve pertinent pour penser de l'identité infirmière, et surtout parce que, alors je vais le critiquer un petit peu évidemment après, mais je le trouve intéressant parce que c'est une sorte, alors vous savez, nous les philosophes on appelle ça les révolutions coperniciennes. Je sais pas, on aime bien les grands mots en philosophie. La révolution copernicienne, vous savez, c'est ce fameux moment où Copernic a dit non, il faut qu'on bâtisse un système astronomique où c'est le Soleil qui est au centre, non plus la Terre. Il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Nadeau et qui a proposé cette révolution copernicienne dans le milieu du soin infirmier, en disant mais à chaque fois qu'on parle d'identité infirmière, on n'a qu'une seule idée en tête, c'est la relation au patient. Et à chaque fois qu'on cherche le rôle propre de l'infirmier, eh bien, on se réfère à cette relation au patient. Et Michel Nadeau dit, oui, mais le problème c'est que quand on regarde ce que fait un infirmier ou une infirmière dans la vie de tous les jours, on se rend compte que la relation au patient existe, évidemment, mais qu'elle n'est pas la seule de ses activités. D'ailleurs, il propose, alors je vois que le graphique est absolument illisible, mais il propose même de regrouper en fait l'ensemble des activités des infirmiers en 14 groupes d'activités. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une grande différence entre le travail, ce qu'on appelle en sociologie le travail prescrit et le travail réel. C'est-à-dire que si on prend la fiche de poste d'un infirmier ou d'une infirmière, il va falloir que je décide, hein, je dis toujours infirmier ou infirmière, je vais dire une fois l'un, une fois l'autre. Hein, quand on regarde la fiche de poste de l'infirmier, là on se rend compte que ça c'est le travail prescrit. Mais sauf que quand on regarde dans la réalité de tous les jours à l'hôpital, on se rend compte qu'il y a une foule de travail réel qui n'est pas prise en compte, qui n'est pas réellement prise en compte. Et peut-être qu'il faudrait le prendre en compte. Et pourquoi ça serait important de le prendre en compte? Parce que si on le prend en compte, ben peut-être qu'on va pouvoir mieux définir l'identité pour le coup de l'infirmier. Et justement, ce que propose Nadeau, c'est de se dire la chose suivante. En fait, l'infirmier, c'est quelqu'un qui est à la connexion de 3 champs très marqués, ce qu'il appelle des champs culturels. L'infirmier, il est entre le champ, on va dire, médical, avec les médecins, le champ administratif, parce que ça compte quand même, le champ administratif dans la pratique infirmière, et puis le champ culturel du patient. Ce sont 3 champs avec leur exigence propre, leur logique propre, et qui ne fonctionnent pas de manière synchrone naturellement, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une synergie automatique entre ces 3 champs culturels. Et ce que propose Nadeau, justement, c'est de penser l'infirmier comme celui qui assure la coordination entre ces 3 champs. Alors, il propose, pour ça, il s'en explique évidemment, par exemple, un infirmier qui va faire une piqûre, c'est quelqu'un qui rend service au champ médical. Il va faire une piqûre. Il va rendre un service en quelque sorte au médecin qui, lui, a le pouvoir de déléguer cet acte. Et ça lui fait gagner du temps. Mais l'infirmier, il va aussi réaliser une foule d'autres tâches quotidiennes qui relèvent de la gestion, du management, de la transmission d'informations, et qui permettent véritablement à l'institution de fonctionner. C'est-à-dire que l'infirmière, elle est au centre de l'institution. C'est elle qui permet à 3 pôles différents de fonctionner ensemble. Et c'est pour ça que Nadeau, d'ailleurs, a toutes les questions que ça pose. Par exemple, vous êtes des traducteurs spécialistes. Puisque si vous regardez, chacun de ces champs culturels parle une langue différente. Quand le médecin dit quelque chose, c'est la plupart du temps totalement inaudible pour le patient. D'ailleurs, ça c'est un vrai problème. On le voit notamment en oncologie ou sur la question du cancer, on remarque très souvent que les patients ne comprennent pas exactement ce que leur dit le médecin. Je ne dis pas que c'est de la mauvaise foi du médecin, on s'entend bien. Mais évidemment, on fonctionne tous avec des terminologies qui ne sont pas forcément audibles pour le profane. Et qu'est-ce que vous faites vous? Vous passez votre temps en fait à gérer de l'information et à la traduire pour qu'elle soit compréhensible par tout le monde. Par le pôle administratif, par le pôle médical et par le pôle du patient.